Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Donald Trump signe un retour historique à la Maison-Blanche. 49e anniversaire de la Marche verte, une épopée de souveraineté et de développement. Dans l'épisode de cette semaine, Donald Trump obtient un nouveau mandat de 4 ans à la présidence des États-Unis et les républicains de leur côté remportent les élections sénatoriales, assurant ainsi le contrôle du Sénat. À la Chambre des représentants, bien que les résultats soient serrés, une légère majorité républicaine semble se dessiner. Par ailleurs, le Royaume du Maroc célèbre le 49e anniversaire de la Marche verte. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'émission, nous adressons nos chaleureuses félicitations au peuple marocain, à Sa Majesté le Roi et à son gouvernement pour cet anniversaire marquant le retour des provinces du Sud dans le giron de la mère patrie. Les élections présidentielles et législatives aux États-Unis se sont soldées par une nette victoire du président Trump et des candidats républicains, en contradiction avec plusieurs sondages d'opinion qui prédisaient un avantage pour sa concurrente, la vice-présidente Kamala Harris. En effet, les républicains ont réussi à pénétrer le mur bleu démocrate du Nord-Est et à l'emporter en Pennsylvanie, ce qui a constitué un jalon essentiel dans cette course. Tandis que de nombreux observateurs anticipaient des résultats tardifs, la chute de l'État de Caroline du Nord au profit du Parti républicain a été le premier indicateur d'une victoire marquée sur l'ensemble de la carte électorale. Trump est donc de retour à la Maison-Blanche, soutenu par une majorité sénatoriale. Et nous interrogerons nos invités sur les événements qui ont conduit à ce tournant, sur les changements à prévoir et sur les répercussions potentielles et des décisions judiciaires récentes visant l'ancien président. Les promesses de Trump concernant l'expulsion des immigrants clandestins seront-elles réellement mises en œuvre et parviendra-t-il à mettre fin au conflit en Ukraine et à Gaza ? Pour discuter de ces sujets et faire le point sur ces dossiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Alors, je suis accompagné du Dr William Lawrence, professeur à l'American University de Washington, D.C. Nous recevons également Mehdi Marhoum, président de l'association Virginiens arabes et musulmans pour le président Trump et sa coalition. Alors en premier lieu, nous saluons Samir Fkihi, président et fondateur de la Société culturelle maroco-américaine de l'État de Floride, qui nous rejoint depuis la Floride. Et comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir d'être rejoints via Zoom par notre communiqueur Georges Landrit. Mais avant de commencer, tournons-nous vers notre correspondant Jen Mansour qui nous propose un angle sur la participation des Américains d'origine arabe et musulmane lors de ces élections américaines. Hello, Jahan. Je vous remercie, Marc. Les récentes élections présidentielles américaines se sont distinguées par une participation accrue des groupes ethniques, religieux et des minorités nationales. Le président élu Donald Trump a su capter une proportion notable des votes masculins au sein des communautés afro-américaines et latino-américaines. En outre, la campagne républicaine a également réussi à attirer une majorité de votes issus des communautés musulmanes et arabes. À l'international, Trump a recueilli plus de 90% de soutien, non seulement pour son programme économique et ses mesures fiscales et sécuritaires, mais aussi grâce à sa position historique reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ce positionnement a provoqué une mobilisation sans précédent au sein de la communauté maroco-américaine qui a basculé du bleu démocrate vers le rouge républicain, animé par un fort sentiment de nationalisme marocain. Pour les Marocains, la priorité reste l'intégrité territoriale du royaume et le soutien au projet de développement économique marocain. D'ailleurs, ils ont vu en Donald Trump un dirigeant capable de réorienter les enjeux liés à la question du Sahara marocain et de rallier la communauté internationale autour de la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine.
En fait, le Maroc s'apprête à renforcer ce soutien par l'ouverture d'un consulat américain au Sahara marocain, marquant ainsi une avancée vers une résolution définitive et internationale de cette question. Le second mandat de Trump laisse espérer des perspectives favorables pour la communauté marocaine, dont le patriotisme et l'attachement à la stabilité de leur pays d'origine demeurent solides et constants. Merci, Jehan. Alors, depuis la Floride, nous accueillons Samir Fkehi, président et fondateur de la Moroccan American Cultural Society of Florida. Samir, vous êtes actuellement en Floride pour organiser une grande célébration à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de cet événement pour vous en tant que Maroco-Américain résidant en Floride? En tant que Maroco-Américains, nous ressentons une immense fierté de célébrer cet événement chaque année. Cette année marque notre 5e anniversaire et nous sommes honorés en tant que communauté de commémorer cette occasion avec une célébration ainsi qu'un rallye automobile. Pour ce 49e anniversaire de la Marche verte, nos véhicules, ornés de drapeaux marocains, défileront le long d'une des artères principales d'Orlando. Cet événement symbolise l'unité retrouvée de notre peuple. Le jour de la Marche verte, 350 000 Marocains avançaient ensemble, porteurs de drapeaux et du Saint-Coran. Aujourd'hui, en Floride, nous réaffirmons cet esprit en défilant fièrement en voiture. Nous sommes vraiment honorés de manifester notre unité et notre gratitude pour cette journée inoubliable qui demeure un symbole de fierté pour tous les Marocains. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce que cela représente pour vous en tant qu'Américain d'origine marocaine et sur la signification particulière de cette célébration? En tant que Marocain, je ressens toujours une immense joie lors de nos célébrations, surtout lorsque je vois des enfants porter fièrement le drapeau marocain et s'enthousiasmer pour l'un des jours les plus significatifs de l'année, le jour de la Marche verte. C'est un moment profondément émouvant. Voir les enfants chanter les hymnes de la Marche verte ou l'hymne national marocain, c'est pour moi comme bâtir un pont symbolique entre ici et le Maroc. Nous souhaitons rappeler à ces enfants qu'ils sont à la fois américains, marocains ou américains d'origine marocaine, ce qui me paraît essentiel. Par ailleurs, ce jour représente pour moi une occasion précieuse où les Marocains se retrouvent et se rassemblent. Ici, aux États-Unis, nous sommes souvent absorbés par le travail. C'est donc un moment rare où nous nous unissons. C'est également une opportunité pour partager notre culture et montrer qui nous sommes afin de susciter une meilleure compréhension et un respect plus profond. En ce jour, nous rappelons aussi à tous comment le Maroc a su illustrer l'importance d'atteindre des objectifs dont la paix et la dignité, avec pour seul symbole le drapeau national et le Saint-Coran. Parfait. Samir, notre équipe de production a mené des sondages pour mieux comprendre les choix de vote des Américains d'origine marocaine lors de ces dernières élections. Il apparaît que nombreux sont ceux ayant exprimé leur soutien pour le président Trump. Pourriez-vous nous expliquer les raisons qui ont conduit une partie significative de la communauté marocaine à se prononcer en faveur de l'ancien président Trump? Il existe de nombreuses raisons, mais je vais me concentrer sur celle qui me semble la plus importante, en lien avec la Marche verte. Comme vous le savez, le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Depuis ce jour, Trump est devenu particulièrement apprécié par la communauté marocaine pour cette prise de position. Les Marocains lui témoignent une grande estime pour cette action significative. Merci beaucoup, Samir. Nous vous souhaitons une excellente soirée dans la région d'Orlando et vous remercions d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Alors passons maintenant à nos invités sur le plateau pour analyser cette élection présidentielle majeure dont nous parlons depuis longtemps. Professeur William Lawrence, vous êtes professeur universitaire. Que dites-vous à vos étudiants quant à ce sujet? De nombreux sondages prédisaient une lutte serrée avec la possibilité que Kamala Harris remporte le vote populaire, peut-être même le collège électoral. Quelle est votre analyse de ce qui s'est réellement passé?
Premièrement, les sondages se sont avérés relativement précis, bien que Trump ait légèrement surpassé les prévisions de 1 à 2 points. Dans les mois précédents, la présidentielle Kamala Harris a gagné en popularité sans toutefois égaler le niveau de soutien de Trump. Au cours des 2 dernières semaines, les tendances ont oscillé notamment concernant le vote des Latino-Américains. Le changement majeur dans l'électorat a été une augmentation de 12% du soutien des Latinos envers Trump par rapport au reste de l'électorat. Un chiffre significatif, d'ailleurs. Trump n'a pas réussi à capter le soutien des Afro-Américains ni de certains autres groupes. Mais il a obtenu des résultats remarquables auprès des Latinos et de la classe ouvrière. Cette dernière, affectée par la pandémie, exprime sa frustration face à l'inflation et aux problèmes économiques, notamment le logement, étant vers une posture anti-establishment méfiante envers les experts. Les médias et les autorités scientifiques avec une volonté de bouleverser le système dans l'espoir de conditions plus favorables. Nous assistons ainsi à une vague populiste de soutien envers Trump, comparable à celle observée dans des contextes similaires en Amérique latine, en Europe et ailleurs, par exemple. Cette réaction post-pandémique blâme les élites au pouvoir pour les difficultés économiques actuelles et espère qu'un changement de régime apporte des améliorations économiques. Cependant, le balancier politique oscille souvent car les nouveaux gouvernements n'atteignent pas toujours les résultats escomptés. La période de 2 ans à venir sera particulièrement intéressante avec de nombreux sénateurs républicains qui devront défendre leur siège face à des candidats démocrates. Un autre aspect marquant sera les débats internes au sein du Parti républicain où les divisions persistent. Tous les républicains ne s'identifient pas à l'aile MAGA. Certains ne soutiennent pas les tarifs douaniers ou les positions anti-immigration. Et des dissensions existent également sur l'avortement et d'autres sujets. En somme, il n'existe pas de position uniforme chez les républicains. À court terme, les démocrates auront peu d'influence, hormis peut-être au Sénat, grâce à la possibilité d'obstruction. Cependant, les discussions à venir entre républicains traditionnels et républicains pro-Trump promettent d'être passionnantes. Merci beaucoup, William. George Landrit, Trump a enregistré une forte progression dans cette élection, notamment dans les États industriels du Nord-Est et du Midwest, comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Ces États constituent un axe stratégique pour Kamala Harris qui y voyait une opportunité pour freiner Trump dans sa course au pouvoir. Alors, quels éléments spécifiques a-t-il mis en avant pour obtenir de tels résultats? J'aimerais particulièrement évoquer la région de Dearborn, dans le Michigan, qui abrite une importante population américaine de confession musulmane. Quelles actions spécifiques ont permis à Trump d'y obtenir ce soutien? Bon, je pense que plusieurs éléments entrent en jeu. Tout d'abord, il a promu l'idée d'une réduction des conflits dans le monde, y compris au Moyen-Orient, ce qui a fortement résonné. Cela est d'autant plus pertinent que le régime iranien, non pas le peuple, mais bien le régime, est perçu comme un ennemi pour de nombreux habitants de cette région. Ce régime est souvent accusé d'être responsable de violences contre les musulmans et de financer des conflits dans le monde entier. Trump a su montrer qu'il pouvait agir pour favoriser la paix au Moyen-Orient, ce qui a marqué les esprits. Par ailleurs, il a déjà entrepris des actions suggérant qu'il pourrait promouvoir davantage de coopération et d'accords dans cette région, ce qui serait bénéfique. Vous avez également évoqué les préoccupations concernant la délocalisation des emplois à l'étranger. Des politiques de taxation élevées et une réglementation stricte ont rendu les affaires plus coûteuses aux États-Unis, poussant les entreprises à s'implanter ailleurs. Trump s'est engagé clairement à créer des conditions favorables pour inciter les entreprises à revenir aux États-Unis, ce qui se traduirait par la création d'emplois américains. C'est donc également un domaine où il a su remporter l'adhésion.
William Lawrence, notre invité précédent, a évoqué l'expérience marocaine et plus spécifiquement le soutien dont Trump a bénéficié de la part de certains musulmans, peut-être en plus grand nombre qu'à l'accoutumée malgré ses liens très étroits avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors pourriez-vous nous éclairer sur la complexité des actions de Trump durant sa première année de mandat, en particulier face aux défis du Moyen-Orient et aux conflits persistants à Gaza ? Il semble qu'une grande partie du vote de protestation concernant Gaza et le Liban n'ait pas basculé en faveur de Trump, mais ce soit plutôt reporté sur Jill Stein en signe de protestation. Nous avons également observé des résultats notables pour Stein dans d'autres États, où des électeurs arabes et musulmans indignés ont refusé de soutenir Biden ou Harris, qu'ils accusent de responsabilité dans les conflits au Liban, ce qui attise leur colère. Trump, quant à lui, semble aborder la question de Gaza et au Liban davantage sous l'angle des relations publiques. Il souhaiterait que Netanyahou mette un terme rapide aux affrontements, sans que cela génère de mauvaise presse, bien que le sens précis de cette demande reste flou. Parmi les Américains conservateurs qui se disent anti-guerre, nombreux sont ceux qui pensent avant tout à la situation entre Israël, Gaza et le Liban, mais aussi à l'Ukraine, ainsi qu'à d'autres conflits internationaux qui suscitent moins leurs intérêts pour Israël. Certains conservateurs, chrétiens et juifs, souhaiteraient qu'ils bénéficient d'une liberté d'action inédite, ce qui semble se concrétiser actuellement. Il est possible que l'administration Trump tente d'accélérer un cessez-le-feu, mais pas au point de restreindre les actions violentes de Netanyahou contre les forces soutenues par l'Iran, notamment au Liban et à Gaza, qui engendrent de nombreuses victimes civiles. Je ne m'attends donc ni à une véritable paix, ni à la fin des conflits. Les promesses de paix semblent vides, car ni le Parti démocrate, ni le Parti républicain ne parviennent plus à promouvoir la paix de manière crédible. Ils semblent plus enclins à choisir un camp et à fournir des armes qui instaurent une stabilité durable. Ainsi, je demeure peu optimiste quant aux perspectives d'un message authentiquement anti-guerre. Nous allons maintenant approfondir la question de ce mur bleu dans le nord-est à travers le reportage suivant. Le terme mur bleu des démocrates fait référence aux États du nord-est des États-Unis dont le soutien est essentiel pour assurer une victoire démocrate en raison de leur longue tradition d'allégeance à ce parti. Ce mur se compose d'États stratégiques tels que New York, la Pennsylvanie, le New Jersey et le Connecticut, ainsi que d'autres États de la région nord-est. L'histoire de ce mur bleu remonte aux années 1970 et 1980, période à laquelle ces États ont commencé à adopter des orientations libérales en adéquation avec les politiques du Parti démocrate. Les grandes villes de ces États, comme New York, Philadelphie et Boston, jouent un rôle crucial dans l'élaboration de la carte électorale. À New York, par exemple, la forte densité de population contribue à renforcer le soutien aux démocrates, d'autant plus que les habitants y sont particulièrement sensibles aux questions de justice sociale, d'immigration, de changement climatique et de santé. Ces centres urbains sont également des foyers économiques, culturels et politiques qui influencent l'opinion publique nationale. وتتزايد أهمية الجدار الأزرق مع اقتراب كل انتخابات خصوصا مع À chaque التنافس élection, الشديد l'importance du mur bleu s'accentue face à la concurrence des États swing, constituant un pilier de la stratégie nationale du parti. الاستراتيجية الوطنية للديمقراطيين فبمجرد تأمين هذه الأصوات Une fois le soutien de ces États assuré, le parti peut concentrer ses ressources sur les États pivots, renforçant ainsi son avantage tactique. تفوقا تكتيكيا في المنافسة وبناء على ذلك Le maintien de la loyauté de ces régions envers les démocrates est donc crucial pour l'issue de chaque élection, même si cette fois-ci le déroulement des événements a été différent. ونتائجها. لكن العكس كل العكس هو ما حدث في هذه الانتخابات.
Bien, tournons-nous maintenant sur la question du mur à la frontière sud. En ce qui concerne des États comme l'Arizona et le Nevada, ceux-ci ont montré un soutien plus important à Trump qu'au cours de sa précédente élection en 2020. Quelle interprétation pouvons-nous faire de ce changement, notamment en ce qui concerne les questions liées à la frontière sud? En particulier, quel impact cela a-t-il sur les appels de Donald Trump à une déportation massive et sur la relance de ces politiques migratoires pour la frontière sud telles qu'elles ont été mises en place entre 2016 et 2020. La question des frontières est effectivement complexe, et ce, pour plusieurs raisons. Certaines estimations avancent des chiffres allant jusqu'à 20 millions de personnes, bien que le nombre exact de migrants en situation irrégulière demeure incertain, notamment en raison des nombreux cas non recensés. Bien que quelques-uns aient été identifiés et comptabilisés, beaucoup échappent encore à tout contrôle. Pour un grand nombre d'Américains, cette situation nécessite une résolution, mais il ne serait pas réaliste de la régler simplement par l'amnistie, la délivrance de cartes vertes ou l'accueil de ces personnes, surtout lorsque nombre d'entre elles ne répondent pas aux critères nécessaires, comme celles impliquées dans les activités criminelles ou des cartels de drogue. Il est donc crucial de se demander comment procéder pour localiser toutes ces personnes et s'assurer que l'on cible les bons individus. Toutefois, pour ceux qui ressentent l'impact de cette situation au sein de leur communauté, il est essentiel d'y faire face, même si cela s'avère être une tâche complexe et délicate. William Lawrence, il semble qu'il existe un ordre de priorité dans cette situation. En effet, plusieurs centaines de personnes figurent sur des listes de surveillance terroristes et se trouvent actuellement sur le sol américain. Par ailleurs, certains individus sont impliqués dans des crimes graves commis dans leur pays d'origine. Il est probable que ces personnes soient les premières à être identifiées et prises en charge. Mais comment procéder concrètement pour les localiser et les expulser? Le gouvernement semble manquer de sophistication pour gérer des enjeux aussi complexes. Je pense que le manque de sophistication, tant sous l'administration Trump que sous celle de Biden, n'est pas lié à la complexité de la situation, mais plutôt à une politique d'immigration profondément défaillante. Il est vrai qu'il existe quelques millions de personnes, comme celle évoquée par George, qui se trouvent dans une situation irrégulière. Mais le groupe le plus important est constitué de personnes dont le statut se situe dans un entre-deux juridique, tel que celles ayant dépassé la durée de validité de leur visa. Ces individus ont déjà été contrôlés par les autorités. En ce qui concerne ceux figurant sur les listes de surveillance des terroristes, les résultats sont relativement bons. Une fois qu'une personne est signalée, il devient extrêmement difficile de la laisser entrer sur le territoire. Par conséquent, bien que des flux existent, il y a eu peu de cas de terroristes traversant la frontière sud ces dernières années. Malgré les critiques concernant la politique migratoire, le véritable problème réside dans l'incapacité du système à gérer efficacement l'immigration. Bien, merci beaucoup William Lawrence. Merci également à George Landrit. Nous allons maintenant marquer une courte pause et nous reviendrons ensuite pour poursuivre la discussion sur les résultats de ces élections de novembre aux États-Unis. Alors, restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington, alors que nous poursuivons notre discussion sur cette élection historique aux États-Unis, marquée par l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche et un léger basculement du Sénat en faveur des républicains. Nous accueillons désormais Mehdi Marhoum, président de la coalition des Virginiens arabes et musulmans pour Trump. Nous avons également avec nous William Lawrence de l'American University. Alors Mehdi Marhoum, pourriez-vous nous parler de cette coalition que vous avez fondée en Virginie? La Virginie est traditionnellement un État démocrate, plutôt bleu, et pourtant cette fois les résultats ont été bien plus serrés que les sondages le prévoyaient. Quelles en sont les raisons selon vous? Marc, il y a un point que je voudrais souligner.
Le changement économique que nous avons observé jusqu'à présent est spectaculaire. La Virginie du Nord, cependant, ne constitue pas un bon indicateur de la situation économique nationale, car nous vivons ici dans une sorte de bulle. Cette bulle en Virginie du Nord est en grande partie alimentée par les contrats gouvernementaux, avec des emplois relativement stables et réguliers. En revanche, lorsque l'on se rend dans le sud de la Virginie, on constate que de nombreuses personnes sont directement touchées par l'économie réelle, par l'inflation et par des problématiques qui échappent complètement au secteur public. En tant qu'employés du gouvernement, certains se retrouvent affectés par des décisions politiques qui compliquent leur quotidien. Les difficultés se manifestent par l'incapacité de beaucoup de gens à se procurer de la nourriture, l'impossibilité de se loger et la pénurie de logements. Ainsi, il n'est pas surprenant que la majorité des Virginiens ressentent la nécessité de changer leur situation économique. Mais il y a un autre aspect souvent négligé, l'importance des électeurs arabes et musulmans. En Virginie, plus précisément les électeurs musulmans, car 65% des Américains d'origine arabe sont chrétiens. Les musulmans, pour la plupart originaires d'Afghanistan, du Pakistan et d'autres pays d'Asie du Sud, sont plus nombreux ici que les Américains d'origine arabe. Ainsi, si l'on prend en compte le nombre d'électeurs, on estime qu'il y a environ 420 000 Virginiens arabes et musulmans. Ont-ils historiquement constitué un électorat démocrate? Parlez-nous de l'unité de cet électorat, notamment dans le Sud, ainsi que dans le Commonwealth de Virginie et dans d'autres régions. Historiquement, les Arabes et les musulmans ont généralement soutenu le Parti démocrate. En effet, de nombreux musulmans arabes ont occupé des postes de sénateurs, de membres du Congrès, ainsi que de sénateurs et de représentants au niveau des États. Cependant, aujourd'hui, un changement majeur se dessine avec une intégration accrue des musulmans dans les rangs du Parti républicain. Ce mouvement a commencé d'ailleurs dans le comté de Loudoun, l'un des comtés les plus prospères des États-Unis, connu pour sa richesse et la qualité de ses écoles. To run from a GOP perspective, we also had Et donc, ce phénomène de changement s'observe désormais dans d'autres régions, comme le Michigan et la Virginie, où de plus en plus de musulmans se tournent vers le Parti républicain, attirés par ses valeurs et d'autres aspects qui résonnent avec leurs convictions. William Lawrence, dans quelle mesure les enjeux internationaux tels que la guerre, la Chine, Gaza et l'Ukraine ont-ils influencé ce qui semblait être une élection principalement centrée sur la politique intérieure? Comme l'a souligné notre invité, ces questions ont néanmoins joué un rôle important dans le choix des Américains arabes et juifs lors de ces élections du 5 novembre. Au niveau national, son impact n'est donc pas déterminant. Je ne peux pas commenter spécifiquement la situation en Virginie, comme notre intervenant ici présent, mais à l'échelle nationale, permettez-moi d'ajouter quelques éléments. Tout d'abord, les musulmans ont changé de position au fil des années. Les démocrates ne sont pas les seuls à en avoir souffert. En effet, les musulmans ont soutenu Bush en 2000 et 2004, notamment sur des questions telles que les preuves secrètes et le profilage racial. Puis en 2006, ils ont fait le choix de se tourner vers les démocrates en raison de la guerre en Irak. On assiste aujourd'hui donc à une dynamique similaire où les musulmans semblent se détourner des démocrates à cause de Gaza, tout comme ils s'étaient éloignés des républicains lors de la guerre en Irak. Par ailleurs, au niveau national, je pense que la proportion de chrétiens arabes varie autour de 20%, voire 30% dans certaines régions. Et non pas à 65%, cela dit, il fait référence à des communautés spécifiques.
Cela soulève toutefois une question intéressante. En réexaminant les données du Michigan, j'ai constaté que de nombreux électeurs arabes et musulmans traditionnels ont voté pour Trump. Une part importante du vote des jeunes s'est divisée entre Harris et Sten, comme je l'ai déjà mentionné en raison de leur mécontentement face à Gaza. Les électeurs arabes et musulmans se tournent de plus en plus vers les républicains, en particulier ceux ayant un niveau d'éducation plus élevé sur des questions économiques et culturelles. Il est donc exact que les arabes et les musulmans ont tendance à soutenir les républicains. Ironiquement, Trump et les partisans de MAGA attirent de plus en plus ceux qui n'ont pas poursuivi des études supérieures. Cependant, un ensemble de questions éloignent les électeurs plus diplômés de Trump, les poussant ainsi vers les démocrates. Les Arabes et les musulmans, dont certains que je connais personnellement, y compris en Virginie, se trouvent souvent dans une position intermédiaire. Ils s'accordent avec un parti sur certains points et avec l'autre sur d'autres. Je pense que les électeurs arabo-musulmans continueront à voter en nombre croissant et il est crucial de les atteindre, bien que cette communauté représente seulement 2% de la population. Mehdi, vous avez au sein de votre coalition un certain nombre de personnes. Alors, quelles actions envisagez-vous de mettre en place dans les années à venir pour leur communiquer, par exemple, les valeurs traditionnelles afin de garantir la cohésion de cette coalition en vue des prochaines élections? Sans aucun doute, Marc. Je souhaite préciser, comme l'a souligné le professeur, que nous faisons partie des communautés les mieux éduquées des États-Unis. Il existe une différence considérable entre les musulmans urbains de Virginie et ceux du Michigan. Les musulmans urbains du Michigan sont généralement plus enclins à soutenir le Parti démocrate, contrairement aux musulmans arabes de Virginie qui forment la coalition que nous avons constituée fondée sur des principes conservateurs. Cette coalition repose sur des valeurs essentielles, notamment celles liées à la préservation de la famille. Parmi les facteurs principaux qui ont motivé un écart de soutien, citons la question liée à la mixité dans les vestiaires et à la participation des garçons dans les sports féminins. Des enjeux qui nous ont poussés à nous impliquer activement dans le comté de Loudoun et au-delà en Virginie, mais aussi dans le Maryland et particulièrement dans le comté de Montgomery. C'est la première fois que la communauté musulmane et le Parti républicain se sont réunis dans ce comté. Ce phénomène est révélateur d'une problématique majeure à laquelle nous faisons face, mais nous souhaitons également apporter des corrections. Le mouvement MAGA, par exemple, a été associé à un courant plus extrémiste, ce qui a également joué un rôle dans cette dynamique. Used to be a very extremist side part on the side, extremist on the side. MAGA, c'est rendre l'Amérique à nouveau grande, selon la philosophie de Donald Trump. Effectivement, ce qui était autrefois perçu comme un mouvement extrémiste d'extrême droite, MAGA s'est progressivement transformé en la voix du peuple lors de cette élection. MAGA est désormais un mouvement inclusif auquel tout le monde peut s'identifier. Comme l'a souligné Trump dans son discours, il a exprimé sa gratitude envers les musulmans urbains pour leur soutien. L'extrémisme associé à MAGA a donc disparu et MAGA est devenu une véritable voix populaire. Autrefois une composante du GOP, MAGA a désormais façonné ce dernier. Avec la victoire de Trump, le GOP est aligné sur MAGA, car nous avons remporté la majorité des sièges au Sénat et des votes soutenus par MAGA à travers tout le pays. Bill Lawrence, changeons de sujet. Ces dernières années, nous avons assisté à une série de poursuites judiciaires contre Donald Trump, qu'il s'agisse du département de la justice ou de l'administration Biden, des autorités judiciaires de New York ou de celles de l'État de Géorgie. Alors, où en sommes-nous concernant ces affaires et quel impact ont-elles eu sur la campagne politique, étant donné l'implication de Donald Trump dans ces procédures judiciaires et les discussions qui en découlent? Il y a plusieurs éléments à considérer. La condamnation de Trump pour les crimes dont il a déjà été reconnu coupable sera prononcée le mois prochain. Plusieurs autres poursuites et sanctions, notamment celles relatives à des accusations d'agression sexuelle et à des responsabilités financières, demeurent en suspens. Et il devra également rembourser des centaines de millions de dollars. Beaucoup de ces délits continueront d'être jugés. Quant à l'affaire de la Géorgie, il devrait se poursuivre, étant une procédure relevant de l'État. Trump pourrait tenter de limoger les procureurs généraux chargés des affaires fédérales à son encontre, ce qui pourrait entraîner l'abandon de certains procès par sa manipulation du département de la justice
justice. Toutefois, de nombreuses affaires se poursuivront et de nouvelles en surgiront probablement, étant donné l'ampleur de la corruption observée lors de sa précédente administration. Mehdi, pouvez-vous nous parler des priorités de vos électeurs au sein de votre communauté? Quels sont les sujets sur lesquels ils souhaitent que Donald Trump se concentre dès son entrée en fonction? La première priorité consiste à mettre fin au conflit, car nos concitoyens perdent la vie à l'étranger. C'était la demande principale et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré Rick Grenell, qui, nous l'espérons, sera le prochain secrétaire d'État à Détroit. Cette exigence a été reçue favorablement, notamment par le président Trump. Ce dernier n'a cessé de réaffirmer sa volonté de mettre fin aux guerres à l'étranger. Il a également pris un engagement public visant à rendre illégal le fait que des garçons utilisent les toilettes des filles et participent aux compétitions sportives féminines. Une question qui nous est essentielle car il s'agit de la protection de nos filles. Il s'agit des valeurs traditionnelles que nous avons évoquées et qui constituent un lien direct entre Donald Trump et votre communauté. Effectivement, c'est tout à fait cela. Enfin, la troisième demande portait sur le fait que de plus en plus de citoyens n'ont plus les moyens de vivre décemment. Il est impératif de restaurer l'économie. Les difficultés sont recensies à travers tout le pays et des mesures urgentes doivent être prises. Le président Trump a promis de résoudre ces situations. Il a présenté un plan et son équipe actuellement en transition a annoncé qu'elle allait mettre ce plan en œuvre. Ainsi, nous sommes très optimistes pour un avenir meilleur sous la présidence de Trump et nous avons déjà observé des actions qui vont dans ce sens. Pour conclure, j'aimerais souligner un dernier point. Après la déclaration de la victoire du président Trump lors des élections présidentielles aux États-Unis, Poutine a exprimé sa volonté de négocier avec lui pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela montre clairement comment, au-delà de l'Atlantique, les leaders étrangers cherchent immédiatement à collaborer pour établir une paix durable à l'échelle mondiale. William Lawrence, la question de la guerre, de l'économie et des valeurs démontre qu'il y aura de nombreux défis à relever pour l'administration Trump dans ces 2 premières années. Alors comment l'efficience d'un Sénat sous contrôle républicain pourrait-elle contribuer à faire avancer certaines des priorités évoquées par Mehdi? Cela s'annonce très compliqué. Tout d'abord, il est important de noter que Poutine tient ses propos depuis des mois. Par ailleurs, la Russie, avec une ingérence notable que l'on a encore observée lors de cette élection, a activement soutenu l'élection de Trump. Tout comme Netanyahu, tous deux y voyant un intérêt stratégique. Sous Trump, la carte blanche donnée à Netanyahu sera plus large que jamais, ce qui laisse présager davantage de conflits plutôt que la fin des guerres. Pour l'Ukraine, l'imposition d'une solution russe sera rejetée par les Ukrainiens, qui possèdent déjà un arsenal considérable. Au lieu de favoriser la paix, cette dynamique risque d'intensifier les hostilités. Sur le plan économique, j'ai échangé avec plusieurs partisans de Trump et un sujet qui revient souvent est celui des aides financières, comme les chèques Covid qu'ils espèrent voir établis pour compenser l'inflation. Or, ces aides ne sont plus d'actualité et l'aide Covid a pris fin. Je n'ai vu ni dans le bilan des 4 premières années de Trump, ni dans ses promesses actuelles de mesures concrètes pour alléger réellement l'impact de l'inflation, laquelle est liée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement post-pandémie et non aux dépenses démocrates, contrairement à ce qu'ont beaucoup croient. Le Sénat, désormais contrôlé par les républicains, risque d'accentuer ces défis. Des désaccords internes au Parti républicain sur des sujets comme les tarifs douaniers, le multilatéralisme et bien d'autres questions clés affaibliront l'efficacité des réformes radicales proposées par Trump. Cette situation entraînera une frustration croissante de tous les camps, car les changements attendus par ces partisans risquent de ne pas se concrétiser dans l'ampleur ou la direction souhaitée. Merci William Lawrence. Je vous propose maintenant de suivre le reportage suivant portant sur les enjeux majeurs ayant marqué la présidentielle américaine. لفهم انتصار ترامب وكارثة الديمقراطيين
Sous le titre « Pour comprendre la victoire de Trump et l'échec des démocrates », le Washington Post a publié un éditorial commençant ainsi. Le président élu a remporté les élections présidentielles de manière juste et directe, devenant le premier à regagner la Maison-Blanche après une défaite depuis le président Cleveland en 1892. Alors que le pays se prépare à 4 années supplémentaires sous la présidence de Trump, il est naturel de craindre le pire tout en espérant le meilleur. Ceux qui s'inquiètent à juste titre de ce nouveau mandat doivent aussi chercher à comprendre pourquoi cette victoire a eu lieu, comment Trump a élargi sa base et bâti une coalition diversifiée. Certes, les préjugés contre les étrangers et les minorités alimentent en partie l'attrait pour Trump, mais ils ne peuvent en être la seule explication. L'élément central ayant poussé de nombreux électeurs à soutenir Trump réside dans leur méfiance à l'égard des élites. Le journal souligne également la lourde responsabilité de Biden dans cette défaite en 2020. Il s'était présenté face à Trump comme une figure de transition, un pont vers la nouvelle génération sans pour autant reconnaître ses propres limitations. Malgré ses handicaps physiques et mentaux, il a été contraint d'essayer de briguer un second mandat. Les démocrates, tout comme les critiques de Trump, ont hésité à envisager une succession, craignant que cette lutte interne ne renforce Trump. L'éditorial conclut en affirmant que bien que la partisanerie influence grandement la situation, l'histoire américaine a démontré la capacité de la nation à surmonter de nombreux défis. Grâce à la détermination des citoyens engagés, si ces efforts se maintiennent, la République saura une nouvelle fois relever ce défi. Il semble qu'il y ait à la fois beaucoup de frustration à prévoir et, espérons-le aussi, de réussite pour nombre des électeurs avec qui vous avez collaboré. Alors pour conclure, pourriez-vous nous dire, si vous avez la possibilité d'aider Donald Trump, quelle serait la priorité absolue parmi les mesures envisagées pour les 100 premiers jours de son mandat ? Marc, avant de conclure, permettez-moi de souligner un point soulevé par le Dr Lawrence qui a affirmé qu'il était erroné de penser qu'il puisse y avoir une coalition à l'étranger. Nous devons observer le flux financier et suivre la destination de ces fonds, en particulier dans cette élection, pour comprendre comment ils ont été mobilisés. Les chefs de guerre et ceux dont les intérêts dépendent de la perpétuation des conflits figuraient parmi les plus grands donateurs de Kamala Harris, alors qu'aucun de ces financements n'a été dirigé vers le président Trump. Affirmer que le président Trump ne cherchera pas à résoudre ces conflits semble donc exagéré. Il serait prudent d'attendre et d'observer. S'il en suit l'argent, il devient clair que ce sont ses intérêts financiers liés au conflit qui soutiennent Kamala. Maintenant que Trump a remporté l'élection, je pense que le temps des échanges changera. D'ailleurs, Liz Cheney elle-même était l'une des soutiens de Kamala. Liz Cheney was behind Kamala herself. Bien, William Lawrence, parlons un instant du Maroc et du président Trump. Avec les accords d'Abraham, le président Trump a facilité des avancées significatives, notamment en intégrant dans le cadre des négociations la question cruciale de la souveraineté et du Sahara marocain, une préoccupation existentielle pour le Maroc. Pensez-vous que l'administration Trump poursuivra des actions en ce sens ? Oui, je pense qu'il pourrait avancer sur ce dossier. L'administration Trump a certes reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, mais sans établir de plan concret pour concrétiser cet engagement. Cela pourrait être finalisé sous Trump, d'autant qu'il n'a pas l'intention de faire revenir Bolton. À l'inverse, on pourrait s'attendre à voir des personnalités plus favorables à la souveraineté marocaine dans son administration. Cependant, ce qui manque le plus dans les relations maroco-américaines, ce sont des investissements américains significatifs au Maroc et des échanges commerciaux substantiels dans le cadre de l'accord de libre-échange, aspect que Trump n'a pas développé lors de son premier mandat.
Grâce aux accords d'Abraham et à d'autres initiatives, Trump pourrait être plus enclin à investir au Maroc et en Afrique qu'il ne l'ait fait précédemment. Si je devais conseiller l'administration Trump, je dirais qu'il existe deux axes dans sa communication. L'un axe sur la résolution des problèmes, ce qui est apprécié, et l'autre qui met en avant un programme idéologique en désignant souvent des adversaires comme responsables des maux du pays. Dans les premiers mois, il serait bénéfique que Trump nomme des démocrates dans son administration et qu'il propose des solutions bipartites, notamment sur des sujets cruciaux comme l'immigration. Le projet de loi sur l'immigration qu'il avait bloqué pour en faire un enjeu électoral a déjà été négocié. Une réforme du système serait salutaire. Parfait, je vous remercie infiniment, Dr. William Lawrence de l'Université américaine, pour votre présence. Merci également à vous qui nous suivez. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous espérons que vous l'avez apprécié, peut-être même que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de suivre les plateformes Média TV sur les réseaux sociaux. J'adresse mes remerciements à nos invités, le Dr. William Lawrence, Samir Fkihi, Mehdi Marhoum, le président de la coalition des Virginiens arabes et musulmans pour Trump, ainsi qu'à George Landry, notre chroniqueur. Nos remerciements vont également à notre correspondante Jeanne Mansour et à l'équipe de production dirigée par notre directeur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.